Aujourd'hui, on parlera de Shavkat Rakhmonov, mais aussi de Gilbert Burns. On reviendra sur la conférence de presse qu'a donnée Dana White à l'occasion du Dana White Contender Series hier soir. Et puis, comme à chaque émission, on fera le tour de toutes les actualités majeures. Nous sommes le mercredi 28 août 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on commence tout de suite cette émission avec Shavkat Rakhmonov, plutôt discret dans les médias habituellement, surtout les médias occidentaux. Il est peut-être un peu plus actif au Moyen-Orient, et lui il estime avoir fait ce qu'il fallait pour mériter sa chance à la ceinture, cette année ou en début 2025. Concernant Bilal Mohammad, le champion, celui qu'il devrait donc battre pour s'emparer de la ceinture, il estime que tous ses adversaires jusqu'à maintenant ont eu tort de le sous-estimer, parce que c'est quelqu'un qui s'améliore à chaque apparition, et qui a toujours un game plan très clair. Ce game plan, c'est de s'imposer avec ce qu'il fait de mieux, à savoir sa lutte, mais lui estime forcément avoir la réponse à tout ça et pouvoir s'imposer face à lui. La suite en cas de victoire, ce serait d'affronter le gagnant d'un potentiel combat entre Jack Della Maddalena et Ian Gary. Je trouve que ça fait énormément de sens. On lui a aussi demandé s'il se verrait bien monter chez les poids moyens et affronter pourquoi pas Khamzat Chimaev. Il explique que ça n'est pas du tout dans ses ambitions pour l'instant. Il n'a pas besoin de cutter beaucoup de poids pour rester chez les Walter. Donc voilà, il explique, si un jour mon corps me permet de monter, je monterai. J'affronterai n'importe qui, j'affronterai le gars qui a la ceinture. Si c'est Chimaev, c'est Chimaev, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans mes plans. Et puis actuellement, il n'est pas encore d'entraînement. Il s'entraîne donc une seule fois par jour, le matin, et puis il passe le reste de la journée à s'occuper de ses enfants. Et puis il le dit en souriant, j'ai une famille très nombreuse, donc ça demande beaucoup de travail. Toujours chez les poids welter, Gilbert Burns va affronter Sean Brady très prochainement. C'est un combat qui fait beaucoup de sens selon lui, c'est un combattant qu'il respecte beaucoup, surtout son niveau au sol. Et puis il le dit en rigolant, s'il veut grappler, on va grappler, ça va me faire très plaisir. Les deux vont combattre à l'Apex, ils sont main event. Burns l'a dit, c'est pas ce que je préfère, moi je préfère les grosses salles avec beaucoup d'ambiance. Mais bon, je suis sur 2 défaites de suite, donc j'ai pas trop mon mot à dire. Mais même s'il est sur ces 2 défaites de suite, il assure que mentalement tout va bien dans sa vie autour du sport. Tout se porte pour le mieux, donc il est à une très bonne place mentalement, comme on a pour habitude de dire. Et puis d'affronter Sean Brady, ça contrebalance aussi le fait d'être à l'Apex. C'est un bon match-up, lui il est 6, Brady est 8, donc ça fait beaucoup de sens. Il est aussi revenu sur son combat face à Bilal Mohammad, je rappelle que Mohammad l'a battu. Il le dit, franchement, j'étais pas blessé avant le combat, je vais pas prendre cette excuse. Je sortais d'un combat contre Masvidal 3 semaines avant, j'étais en bonne forme. Je suis arrivé prêt pour ce combat. Maintenant, sur ma première tentative de takedown, Mohammad m'a très bien sprawlé et je me suis enfoncé l'épaule dans le tatami, ce qui fait que je m'en suis sorti avec 4 blessures. Ça lui a demandé une longue rééducation, on le sait, ça a pas été facile pour lui, mais il enlève rien à Bilal Mohammad, il remet toute la faute sur lui. Il pense aussi qu'avec une victoire sur Brady, il serait encore à un combat, potentiellement d'être dans la discussion pour la ceinture. Je lui donne assez raison, surtout qu'il a déjà eu sa chance il y a quelques années. Il n'a aucun problème à affronter un partenaire d'entraînement. Le seul qu'il n'affronterait pas, c'est Vicente Luque, il en a déjà parlé plusieurs fois. Mais sinon, que ce soit Shavkat Rakhmonov qui ait la ceinture ou Kamaru Usman qui la reprenait, il serait prêt à réaffronter Usman. Et même, il veut réaffronter Usman. Il veut sa revanche. Je rappelle qu'Ousmane l'avait battu avant la limite, donc c'était une très grosse performance, et quand Ousmane était à son prime, et pourtant on y croyait. Moi je m'étais dit peut-être que Burns peut le faire, il frappe fort, en plus il avait ébranlé Ousmane debout, il a un très bon JJB, bon malheureusement ça n'était pas passé pour lui. Aujourd'hui il a 38 ans, il est proche de la fin, il le sait, et ça rend d'après lui le combat encore plus excitant, ça lui donne encore plus envie d'y aller. Et il a ajouté qu'il n'avait plus besoin de combattre, il a très bien placé son argent, il pourrait vivre de ses placements aujourd'hui, mais il aime tellement ça qu'il veut continuer, se donner une dernière chance d'arriver jusqu'à la ceinture. Et puis il a un rêve un peu fou, c'est de pousser l'UFC à ouvrir un Performance Institute au Brésil, mais ce sera pas chose facile parce qu'il estime que la corruption dans le pays ne rend pas du tout la tâche facile. Dana White hier a donné une conférence de presse à l'occasion des Dana White Contender Series. D'ailleurs, où notre Français s'est incliné malheureusement. Mathieu Duclos, il a pris un coup de pierre tourné au foie, très beau coup de pierre tourné. Le combat était pas très bien engagé pour lui. Je dirais pas qu'il était ultra dominé, mais il était un peu derrière. On voyait que son adversaire avait plus envie. En tout cas, c'est ce qui laissait transparaître. Toutes les frappes étaient données pour faire mal. Et puis là, il prend un coup de pierre tourné au foie au moment où il envoie un overhand. Terrible pour lui, mais malheureusement, il n'y a rien à dire.
Dana White, lui, nous a appris qu'il gardait Dricus du Plessis de côté pour la potentielle carte en Afrique du Sud. Donc c'est que ça doit commencer à sentir bon, hein, s'il se permet de mettre Dricus sur le côté. C'est qu'à mon avis, dans les 5-6 prochains mois maximum, on va avoir une grosse annonce. Il travaille aussi toujours sur la carte de New York. Il veut John Jones contre Stipe Miocic en main event. Il a été attaqué par les journalistes à fond. Les mecs qui y ont été, ils comprennent pas pourquoi Aspinall n'a pas sa chance, etc. Il a répondu à ça et il dit mais attendez, John Jones c'est le plus grand de tous les temps, il mérite sa chance, il a battu Cyril Gane facilement, ensuite il devait affronter Stipe Miocic, malheureusement il s'est blessé, moi je vais pas dire à Miocic, surtout à son âge et au vu de sa carrière, bah tiens John Jones il s'est blessé, c'est toi qui en fais les frais, en gros tu dégages, bon il se défend comme il peut. Moi je pense que le problème c'est pas John Jones, c'est surtout que les gens ne comprennent pas pourquoi Jones affronte Stipe Miocic, alors qu'il y a du monde avant normalement dans la logique sportive, hein, je parle pas de carrière bien sûr, mais bon Dana White s'est défendu comme il l'a pu. Il pense que il attend que la carte soit finalisée pour officialiser les choses. Et puis il a répété que John Jones n'a jamais refusé personne et que s'il bat Stipe Miocic, il y a de fortes chances qu'il affronte Aspinall ensuite. Par contre, si Stipe Miocic remporte le combat, ce sera très certainement la retraite pour lui. Donc là, il ne sait pas trop ce qu'il ferait de Tom Aspinall. Et puis il est aussi revenu sur l'événement à la Sphère. Il expliquait qu'à la base ça devait avoir lieu à la T-Mobile Arena. La T-Mobile Arena c'est géré par le MGM Group. Il dit l'année dernière on a fait l'UFC Noche là-bas, donc pour l'Independence Day du Mexique. Et d'ailleurs ça va revenir tous les ans. Cette date-là pour l'indépendance du Mexique, tous les ans il y aura un gros événement avec des combattants mexicains mis à l'honneur. Il dit à peine on avait fini l'événement que je voulais rebooker la salle. Et là, j'ai appris qu'ils l'avaient déjà donné à la boxe anglaise. Ils ont cassé le contrat qu'on avait. De toute façon, on n'a jamais eu une bonne relation avec eux. Donc le fait qu'ils cassent le contrat, ça nous a permis à nous d'aller booker la Sphère et du coup de faire ce super événement à la Sphère. Donc au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Sinon, on n'a pas dit Pimblett qui se verrait bien affronter Dan Hooker. Il l'a évoqué sur sa chaîne YouTube, surtout que maintenant Dan Hooker est dans le top 5. Donc pour lui, ça ferait du sens hein, pour continuer à monter les échelons. Ça ferait un très beau combat et je pense que ce serait pas le combat le plus compliqué pour Dan Hooker, pour Paddy Pimblett, pardon, j'enlève rien à Dan Hooker, hein, vous savez, j'ai parié contre lui l'autre jour, il m'a fait perdre, mais je pense que Pimblett peut le faire, en tout cas si ça passe pas contre Hooker, ça va être compliqué pour la suite parce que Hooker il va y aller à fond jusqu'au bout, on le connaît, et ça serait un combat très intéressant. Puisqu'on parle de Dan Hooker, Arman Tsarukyan estime que c'est le genre de mec qui parle beaucoup à la caméra, mais quand tu le croises dans la vie, dans la vraie vie, il ne fait rien du tout. Alors après, je voudrais contrebalancer ça un peu, parce que Dan Hooker a déjà dit, moi j'ai rien de personnel contre personne, je fais beaucoup de trash talk, mais il n'y a rien de personnel. Donc je pense que c'est pour ça aussi, peut-être que quand les deux se croisent, il se passe pas grand chose. Mais Tsarukyan n'exclut pas de combattre Dan Hooker pour la ceinture intérim, si Islam Makhachev ne peut pas être prêt pour la fin de l'année, puisqu'il en a parlé aussi, normalement le combat devait avoir lieu en octobre, Makhachev est blessé. Pour l'instant, on parle du mois de décembre, mais s'il se passe rien en décembre, il y aura très certainement une ceinture intérim. Donc est-ce qu'on aurait un Tsarukyan contre Hooker? Ce serait un sacré coup du destin pour Hooker, mais il ne l'aurait pas volé, hein, il a battu Gamrot. Maintenant, je ne le vois pas faire la même chose à Tsarukyan que ce qu'il a fait à Gamrot, mais c'est du MMA et tout reste possible. Sinon, toujours chez les poids légers, une sortie un peu bizarre de Dustin Poirier, hein, on le sait, il veut revenir. Peut-être qu'il veut revenir contre Michael Chandler, je vous explique tout de suite. Chandler a tweeté un petit message pour tous ceux qui trouvent que Chandler n'a pas sa place dans le top de l'UFC parce qu'il est sur plusieurs défaites de suite, etc. Il a tweeté « J'ai mis KO le numéro 5 des poids légers qui venait juste de sortir d'une guerre de 25 minutes contre le numéro 2 de la catégorie dans un Fight of the Night, mais apparemment je n'ai rien fait. » Et Dustin Poirier lui répond « Ferme-la, j'ai des victoires sur le 3e, le 5e, le 6e, le 9e et le 12e. » Et il s'en est arrêté là. L'air de dire « Ouais, moi j'ai fait mieux que toi. » Les deux se sont déjà affrontés, Poirier l'avait battu. Pour un combat de retour de Dustin Poirier, Chandler, ça peut être un très bon match-up, hein, deux styles qui donnent toujours du spectacle, et puis c'est deux gros noms dans la catégorie. Max Holloway explique qu'il a travaillé très dur ces dernières années pour regagner son trône. Beaucoup de gens lui ont rionné quand il a dit qu'il serait de nouveau champion, mais voilà, on va bien voir ce qui va se passer le 26 octobre. C'est ce qu'il dit, beaucoup pensent que je ne suis pas capable de revenir, et pourtant je suis de nouveau arrivé aux portes de la ceinture. C'est pas faux, félicitations à lui, parce que moi quand je l'ai vu perdre contre Volkanovski, je me suis dit ça y est, ça va être le début de la fin, voilà, petit à petit, il est encore jeune, mais il y a eu des guerres, il a pris beaucoup de coups, c'est peut-être la fin, et finalement non, il est toujours là. On passe dans la catégorie du dessus maintenant avec Kamaru Usman. Alors lui, voilà, il se plaint un peu des gens qui tournent très vite la page. Il dit, les gens ont tendance à oublier à quel point tu es bon, à quel point tu as travaillé pour en arriver là, tout le temps que tu as passé à construire sa carrière, et pour devenir quelqu'un qui a du succès.
et puis très rapidement les gens commencent à dire ah ça y est il est terminé. Moi je trouve ça très irrespectueux de la part des fans de MMA, et les gens pensent que je ne peux pas faire ça alors que je suis encore capable de revenir. Alors moi je vais citer Michael Bisping, ce que Bisping a dit en parlant d'Israël Adesanya. Je pense que ce n'est plus la peine pour lui d'aller chercher la ceinture parce qu'on a un seul pic dans sa carrière, on n'en a pas deux. C'est pas faux je trouve, et je pense que Bisping sait de quoi il parle. Et c'est vrai que là Ousmane il a été au top pendant un moment chez les welter, on voyait personne pouvoir le prendre. Là il a commencé à décliner, je comprends que ce soit dur pour lui. Il travaille, voilà, il travaille beaucoup à la salle, il a laissé une partie de sa santé, hein, il a plus de genoux Ousmane, etc. Et là de vouloir revenir et de vouloir reprendre la ceinture, c'est très louable, mais je sais pas si c'est vraiment possible. Je viens de dire la même chose d'Holloway, et Holloway va peut-être le faire. Mais écoutez, l'avenir nous le dira. Sinon, toujours dans cette catégorie des poids welter, c'est la mode, hein, vous le savez, des shorts personnalisés. Et ben là, on a Yann Gary qui va arriver avec un short violet. Donc short violet, on a déjà vu ça, hein, notamment de la part de Brendan Allen, un futur adversaire de Nassourdine Imavov. Mais lui explique qu'il a une couleur très particulière. C'est ce qu'on appelle le violet futur, the future purple. Alors je pense que c'est lui qui a appelé cette couleur comme ça au vu de son surnom. Mais il dit voilà, ça va bientôt être disponible chez Venom, vous pourrez l'acheter. Et puis Brendan Allen et Joachim Buckley pourront le porter. Alors je sais pas s'il dit ça sur le ton de l'humour, il a un short violet sur lui, j'ai pas été comparé si c'était le même violet exactement que celui de Brendan Allen, mais ça me fait toujours rire ces histoires de shorts et à quel point les combattants y accordent de l'importance. On a Caio Borraio qui se verrait bien affronter Israël Adesanya. Il pense que Adesanya n'est pas aussi concentré sur sa carrière qu'il l'a été à une époque, mais qu'il est toujours aussi talentueux, qu'il a toujours la même technique, qu'il a toujours la même prestance dans la cage, et que donc un combat contre lui ferait beaucoup de sens. Je pense que c'est vrai, puis si Borraio bat Adesanya, il se met tout de suite, tout en haut de la liste pour avoir sa chance pour la ceinture par la suite. Hier, je vous parlais de Merciert, Gérald Merciert, qui a gagné ce week-end, je vous en parlais lundi, pardon, et qui voulait affronter Paul Craig parce que ça ferait un beau combat de grappling. Bon, bah, les chiffres sont clairs. Paul Craig, il a 17 victoires, 13 soumissions. Merciert, il a 37 victoires, 29 soumissions. Ça fait un taux de 76% de soumission pour Craig et 78% pour Merciert. Franchement, c'est énorme. Ça ferait un magnifique combat de grappling. On parlait de Gilbert Burns contre Brady juste avant. Et bah là, entre les deux, ce serait du même acabit. Sinon, je vous ai dit un peu plus tôt aussi qu'Alex Pereira avait déclaré vouloir affronter Ankalaev, mais qu'Ankalaev avait refusé. Et je pensais que Pereira n'était pas un menteur. Bah, Ankalaev, forcément, a dit tout le contraire. Alex Pereira, t'es un menteur. Tu dis que j'ai refusé de t'affronter. Dana White et Mike Menard, le matchmaker de l'UFC, ne m'ont jamais offert ce combat contre toi. Je vais te faire manger tes mots une fois que je me serai occupé, une fois que j'aurai pris soin de mon business. Donc une fois qu'il aura affronté, il est censé affronter Rakic. Hein. Donc va savoir qui dit vrai, qui dit faux. C'est toujours impossible dans ces moments-là. Mais en tout cas, j'espère qu'on verra un jour ce combat. Puis quand Kalev arrivera enfin à la ceinture, je me répète qu'il a fait largement ce qu'il fallait. J'ai l'impression sinon que Sean O'Malley commence à rentrer dans la tête de Merab Dvalishvili. Je suis pas forcément fan du trash talk pour le trash talk, mais il y a quelques jours, O'Malley a dit quelque chose sur les Géorgiens sur les réseaux. Est-ce que tous les Géorgiens sont... Je sais plus quel était le terme exact, mais bon, c'était une insulte. Et Merab a répondu tout de suite, ouais, que tu me manques de respect à moi, c'est quelque chose, mais à mon pays, c'est autre chose. Je vais te faire payer ça dans la cage, tu vas voir. J'ai l'impression qu'O'Malley a compris que Merab commençait à rentrer dans son jeu, qu'il en joue, et là on a le coach de Sean O'Malley qui dit « Je pense que Merab va shooter un takedown dans les 30 premières secondes du combat, même s'il a dit qu'il allait rester debout et qu'il allait battre O'Malley dans le style mexicain, donc avec les poings. » J'ai vraiment l'impression que les deux essayent de faire dérailler Merab mentalement, un peu comme l'avait fait Conor McGregor avec Aldo ou avec Alvarez. Je sais pas si ça va fonctionner, mais je pensais que Merab allait réussir à avoir un peu plus de recul. Surtout que l'attaque sur les Géorgiens, c'est vraiment du bas niveau. Je pensais qu'il allait s'élever par rapport à ça, puis bon, ça devient n'importe quoi. Il est rentré dans le jeu. C'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour lui. Sinon, on a Joe Rogan qui s'est exprimé sur Mike Tyson en disant « 58 ans, c'est 58 ans. Peu importe ce que tu prends, peu importe ce que tu fais, tu as toujours 58 ans. Mais un Mike Tyson de 58 ans, ce n'est pas un Mike Jones de 58 ans qui vit au coin de la rue. C'est quelqu'un de différent, c'est un humain différent. Il peut toujours te mettre KO et t'envoyer dans une autre dimension. » Forcément, il dit ça en vue du combat contre Jake Paul. Moi, je l'ai déjà dit, je sais pas ce que ça va donner, mais Mike Tyson, 58 ans quand même, hein, quand ton style c'est d'être ultra explosif, etc. À 58 ans, il le sera pas autant. Et j'ai pas envie de le voir se ridiculiser sur le ring. Je dis pas qu'il va perdre, hein, j'en sais rien, mais je pense que ça va quand même être assez compliqué avec la carrière qu'il a eue, la vie qu'il a eue, les excès qu'il a eus. Je suis pas ultra convaincu.
Et puisqu'on parle de boxe anglaise, on a Naoya Inoue, un boxeur excellent que j'adore, un des meilleurs boxeurs de la planète. Il a 4 ceintures à l'heure actuelle chez les moins de 55 kilos. Et il revient dans 7 jours face à l'Irlandais TJ Doheny. Alors moi je vous l'ai déjà dit, je suis pas un grand fan de boxe anglaise, mais lui c'est un combattant que j'adore, c'est explosif, ça va au chaos, ça va vite. C'est des poids légers, voire très très légers, hein, moins de 55 kilos. Mais il est de retour dans 7 jours, on n'en entend pas beaucoup parler, mais ses combats passent à chaque fois sur RMC Sport, et ce sera encore le cas cette fois-ci. Sinon, une petite pointe d'humour avant de passer à de l'annonce de combat. Vous le savez, Drake, à chaque fois qu'il parie sur un combattant ou sur une équipe, cette équipe ou ce combattant perd, et on a l'American Top Team qui ressort une blague que j'ai déjà vu passer plusieurs fois, mais dans un tweet, ils écrivent « Cher Monsieur Drake, s'il vous plaît, ne pariez sur aucun de nos combattants, très respectueusement ». Ça m'a plutôt fait sourire. Sinon, on a une rumeur de combat entre Magomedov et Petrosyan. C'est dans les tuyaux pour l'UFC 308, il n'y a rien de fait. Mais si c'est le cas, hein, Sharafudin Magomedov, il aura combattu 3 fois en 4 mois. Quand tu viens d'arriver à l'UFC, que tu dis que tu vas être le meilleur, etc., franchement, c'est très bien d'être très actif. Je sais pas si ça va porter ses fruits, mais en tout cas, on peut pas lui reprocher, il est actif, il en veut, et peut-être que ça paiera un jour. Sinon, on a Tracy Cortez et Miranda Maverick, pardon, je l'ai faite à l'américaine, qui vont s'affronter le 14 décembre prochain à l'UFC Fight Night Tampa. Pereira et Hernandez, ce sera pour le 19 octobre, et ce sera un main event apparemment. Et puis le retour de Mike Malott suite à sa déroute face à Neil Magny chez lui au Canada. Il va de nouveau combattre au Canada, en Alberta cette fois à Edmonton, contre Trevin Gill. Ce sera le 2 novembre. Là on va voir de quel bois il est fait, parce qu'il n'est pas tout jeune non plus. Il était vu comme un espoir du MMA canadien. Il a perdu contre le vétéran. Est-ce qu'il va être capable de revenir? C'est souvent là qu'on voit les gros combattants. Est-ce qu'ils sont capables de revenir ou pas? Telle est la question pour lui. Avant de passer à la minute auditeur, hein, si vous avez aimé l'émission, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la minute auditeur. Et je commence avec Lixicode qui me dit « Tu peux donner ton avis sur la Fighting Nerd, Caio, Silva, etc. Ils sont chauds. » Alors oui, Fighting Nerd, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est toute la team de Caio Borraio qui se la joue un peu un télo avec leurs lunettes, en gros qui dit qu'ils sont pas des... Ils expliquent ne pas être des mauvais garçons, mais voilà, être des nerds, hein, donc un peu des geeks pour ceux qui connaissent pas le mot. Bah moi je trouve que la façon dont ils se vendent, c'est drôle, ça sort de l'ordinaire, ça a l'air de marcher, surtout si Caio Borraio se rapproche vraiment de la ceinture, s'il prend la ceinture, ça va faire exploser sa salle, hein, comme Dricus du Plessis, maintenant qu'il a la ceinture, on regarde ce qui se passe en Afrique du Sud, ça pourrait être la même chose pour lui. Maintenant, si ça flop, s'il n'y en a aucun qui prend une ceinture, si ça reste tous, bon lui il est déjà dans le haut du tableau, mais si les autres restent milieu de tableau, etc., ça risque de faire un flop. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup la façon qu'ils ont de se vendre. Ensuite, j'ai Jim PM6QR qui me dit « Est-ce que je suis le seul à être intéressé par Grasso contre Valentina? C'est sûr que c'est pas un Topuria contre Holloway ou Pereira contre Duplessis, mais quand je vois tout le foin qu'on fait encore pour ce craquette de Connor, 3 petits points. » C'est pas faux, hein. Dans la cage, Grasso-Valentina, ça va envoyer, c'est sûr, mais le MMA féminin, ça a vraiment du mal à prendre, il faut une grosse personnalité. Il y avait Ronda Rousey, il y a eu Amanda Nunes qui était terrifiante parce qu'elle mettait des KO, c'est impressionnant, comme Cyborg. Shevchenko, que j'aime beaucoup, elle a un peu moins ça, Grasso c'est pareil. Donc comme quoi, tu peux faire ce que tu veux dans la cage, parfois ça suffit pas à attirer l'attention des fans. J'ai Ced MTL Rules qui me dit « Je ne sais pas si c'est l'ego ou le fait de rester dans la lumière, mais pour moi c'est clair, McGregor fait un gros bluff et ne reviendra pas. Ce gars m'horripile de plus en plus, sinon Sean O'Malley devrait se méfier de Merab car il va arriver sans complexe. Il est capable d'échapper à Merab pendant 5 rounds, mais si Merab l'attrape, il ne faut pas oublier comment il a ridiculisé le double champion olympique. Je vois pas comment O'Malley peut se défendre contre ça, même s'il dit le contraire. » Alors ouais, concernant McGregor, moi je pense qu'il va revenir, mais c'est vrai que ça devient un peu fatigant, tout se fond autour de lui. Et puis O'Malley, franchement, s'il se fait pas amener au sol une seule fois contre Merab, je serais très surpris. Mais je pense aussi que si Merab lui met la main dessus, ça va être très compliqué. Ares Abyss qui fait un peu d'humour en parlant de Sean O'Malley qui a déclaré « Si je bats Merab, qu'ensuite je bats Topuria, que je redescends, que je bats Nurmagomedov, je serai dans la conversation du meilleur de tous les temps. » Et Ares Abyss me dit « Il bat Merab, il met KO Topuria, il enchaîne Umar et juste après il part sur Mars avec le prochain vol. » Ça m'a fait plutôt sourire. Et Lash de Leto qui me dit Topuria est meilleur boxeur à l'UFC, il va faire qu'une bouchée de Max Holloway. C'est vrai que Topuria il est très propre, il a les mains très hautes, ce qui fait c'est propre, ça va vite, ça va fort. Holloway il n'hésite pas à prendre un coup pour en donner 2, donc ça peut être un jeu dangereux. Sur le papier moi je vois Topuria supérieur, mais tout peut se passer.
Ensuite, on a Rakid qui me dit O'Malley, c'est sûr, il doit avoir quelqu'un qui gère son Twitter. Qu'est-ce qu'il est drôle sur internet et limite autiste en face à face, rien à voir entre les deux visages. Et ça, je suis d'accord, mais je crois qu'O'Malley, c'est sa marque de fabrique. Il te dit des choses droit dans les yeux avec l'air sérieux, mais en faisant du trash talk. Hein. Quand il a dit que Merab avait une énorme tête et un énorme nez et qu'il pouvait pas le louper, il l'a pas dit en rigolant, il n'y avait pas de sourire, il était très sérieux. Et je pense que c'est devenu son truc. Et puis il est très parti aussi dans la philosophie, la préparation mentale. Et je pense que de se répéter quelque chose très sérieusement, on dit que parfois tu finis par le visualiser. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange de tout ça avec Sean O'Malley, de préparation mentale, d'humour un peu spécial. Voilà, il a son sens de l'humour à lui. Il a créé son personnage. Donc je pense que tout ça, ça joue là-dedans. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que c'était une des dernières émissions avec le montage, les photos, tout ça. Les vidéos, ensuite, pendant 3 semaines sûres, ça va être plus des émissions en mode podcast, hein, peut-être de la semaine, vraiment de la news comme ça, donnée rapidement, histoire qu'on reste en contact. Mais il y aura moins de montage, hein, je vous en avais parlé. Donc peut-être une dernière vidéo demain bien montée. Et après, on va partir pour 3 semaines de podcast, hein, j'ai envie de vous dire, avec le montage minimum. Mais en tout cas, on restera en contact et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve très prochainement. Salut!